Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Amis auditeurs de Sud FM, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons démarrer encore une émission santé et c'est complètement dédié à la table ronde internationale organisée au Sénégal, à Dakar. Et c'est une table ronde qui est complètement axée sur l'accès aux médicaments. Je ne cesse pas de le répéter et nous recevons aujourd'hui professeur Massamba Diouf. Professeur Massamba Diouf est donc le président de la mutuelle de l'enseignement supérieur. Professeur, c'est comme ça? Exactement. Ouais. Bonjour. Bonjour. Nous recevons en même temps également M. Alain Coher. Vous êtes venu au nom de Solidaris, ou bien? Exactement. D'accord. Voilà, nous démarrons donc cette émission. Une table ronde internationale axée sur la mutualité, mais également sur le médicament dans la souveraineté sanitaire. Pourquoi une telle initiative? Professeur Diouf? Merci beaucoup, Awa. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier Sud FM et aussi remercier les auditeurs de votre radio, en sachant que ce que vous réalisez comme travail est apprécié par tout le monde. Et donc, je voudrais commencer par ces mots-là. Évidemment, nous avons estimé qu'il fallait organiser cette table ronde internationale pour répondre à des besoins et préoccupations prégnants aujourd'hui au niveau de certains pays, notamment le Sénégal, la sous-région, mais également des questions qui interpellent le monde entier. C'est cette question de souveraineté sanitaire dont on parle, mais aussi de l'accès aux médicaments. Voilà, en sachant que ces deux dimensions représentent, disons, le nœud gordien même des documents de politique publique au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un nouveau référentiel intitulé Sénégal 2050 et cette question de souveraineté sanitaire occupe une place de choix. C'est pourquoi nous avons pensé, à titre de contribution, organiser cette table ronde internationale pour évoquer les questions de mutualité, mais aussi évoquer les questions d'accès aux médicaments. Nous savons pertinemment que l'université devrait jouer un rôle prépondérant. À côté, il y a les mutuelles, comme celle-là que je dirige, qui se veut une mutuelle complémentaire, avec toutes les universités publiques, leur personnel administratif, technique et de services, mais aussi le personnel enseignement et recherche. C'est pour dire, encore une fois, qu'il y a de l'expertise en interne, mais aussi il y a de l'expertise en externe, puisque nous avons organisé cette table ronde internationale avec des partenaires venus de presque beaucoup de pays africains, mais aussi beaucoup de pays du Nord, de pays occidentaux. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de mon ami Alain Coher, qui représente Solidaris. Il va certainement revenir là-dessus. Donc, en résumé ou en substance, nous avons organisé cette table ronde internationale pour répondre un peu aux besoins et préoccupations des politiques publiques dans nos pays. D'accord, merci donc. Professeur Diouf, Monsieur Alain Coher, que pensez-vous donc de cette table ronde? Est-ce que l'initiative est venue à son heure? D'abord, merci également pour l'interview. Je pense que ça vient à un moment important. Ça ne vient pas par hasard non plus. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que nous travaillons Solidaris avec la mutuelle de santé des agents de l'État dans un partenariat que nous avons signé ensemble il y a un peu plus d'un an. Et pour concrétiser ce partenariat, nous avons décidé d'organiser cette table ronde avec effectivement un objectif qui était précis, c'était l'accès aux médicaments et le rôle que la mutuelle peut jouer dans l'accessibilité aux médicaments. C'est un des aspects, bien entendu, de l'accessibilité aux soins de santé de manière plus générale, mais en même temps, on sait qu'aujourd'hui, dans tous les pays de l'Afrique francophone et au-delà, la couverture maladie universelle est devenue un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu d'organisation du système de santé. Et nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, cette question de l'accès aux médicaments et du rôle que les mutuelles peuvent jouer est tout à fait à l'ordre du jour, surtout lorsqu'on réfléchit et qu'on pense un système de santé dans son avenir, puisque on sait très bien que le temps politique est beaucoup plus court que le temps de mise en place d'un système de santé. Et donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, effectivement, au niveau des politiques, c'est ce qu'on met aujourd'hui en place sera visible dans 10, 15 ou 20 ans. Parce que les structures doivent s'adapter, parce que les organisations qui vont financer le système doivent aussi se mettre en place, parce que l'offre hospitalière doit également être de qualité. Donc, c'est tout un ensemble qui doit s'articuler, qui est très complexe aujourd'hui. Donc, on ne peut se projeter que sur l'avenir. Donc, autant commencer la réflexion le plus tôt possible.
la mise en place du nouveau gouvernement au Sénégal est une opportunité pour laquelle il faut se saisir. Et je pense qu'avec l'expertise que nous avons et la volonté de nos collègues sénégalais de la mutualité, c'est un bon moment pour le faire. D'accord. On parle tout le temps de mutualité et c'est devenu même incontournable dans le système de santé de l'ensemble des pays. Aujourd'hui, en quoi la mutualité peut-elle contribuer à l'accès aux soins de santé de qualité, mais également à l'accès aux médicaments? Professeur Diouf? Merci beaucoup, Awa, pour cette question. Mais d'abord, je voudrais, avant de répondre à cette question, de parler un peu de nos relations avec les différents organisateurs pour cette table ronde-là. Nous l'avons co-organisé, bien sûr, avec la Mutuelle des agents de l'État. Et cela découle d'un partenariat que nous avons signé, une convention, l'année dernière. Il était prévu, évidemment, d'organiser un événement scientifique de cette nature, de cette envergure, pour évoquer, je l'ai dit tout à l'heure, des questions majeures qui nous interpellent tous. Maintenant, pourquoi la mutualité? Comme vous le savez, les mutuelles sont des organisations, des mécanismes qui participent au financement solidaire de la santé. Nous estimons que tant que nous n'avons pas créé les conditions pour avoir des mutuelles, des organisations qui se regroupent, qui partagent les risques pour financer leur propre santé, nous éprouverons des difficultés véritablement à atteindre cet objectif de souveraineté sanitaire. C'est pourquoi nous les plaçons au cœur du système. Et nous travaillerons, Inch'Allah, avec toutes les parties, devrais-je dire, pour arriver à atteindre cet objectif-là. Il est évident que ce n'est pas souvent gagné d'avance, comme on dit, puisqu'il n'y a pas de schéma, disons, standard meilleur. Ce que nous avons, c'est souvent adapté au contexte. C'est pour ça que ces échanges-là vont permettre peut-être à l'issue, au sortir de cette table ronde-là, d'arriver à un schéma consensuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aider les gouvernants à relever ce défi-là. Sinon, la mutualité peut beaucoup compter. À côté, il y a certainement d'autres régimes assurantiels qu'il faut aussi y intégrer. Et nous nous positionnons plus ou moins dans cette catégorie de mutuelles complémentaires. Cela veut dire que l'État est déjà présent et assure à peu près 80% de la prise en charge et les 20% sont complétés par des organisations comme la nôtre. Au niveau communautaire, probablement, on trouvera aussi d'autres types de mutuelles qui vont à leur tour, puisque ça concerne le secteur informel, prendre les 80% à la place de l'État. Et cela appelle aussi, comme vous le savez, bien sûr, une contribution de l'État pour les accompagner dans ces missions qui ne sont pas souvent très simples. D'accord. Certes, voilà. L'État est là, la mutualité est également là, mais jusqu'à présent, il y a des populations qui peinent à se faire soigner correctement, à accéder aux soins de santé. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, on peut expliquer cela puisque il n'est pas souvent simple de couvrir toute la population. Et on sait qu'il y a beaucoup de déterminants qui influent aussi l'accès à ces soins-là. Il n'y a pas que l'accessibilité financière. On sait que cette dimension intéresse principalement les mutuelles, mais il y a aussi d'autres types d'accessibilité qui sont là, qui font que ces populations peuvent ne pas accéder à ces soins. Je veux parler de l'accessibilité géographique, je peux parler de l'accessibilité technique qui relève du plateau technique qui sont dans les structures de santé, mais ce qui nous intéresse en tout cas, nous, c'est d'augmenter cette sensibilisation, d'aller vers les communautés, de les organiser de sorte qu'elles puissent comprendre qu'elles ont un rôle à jouer pour leur propre santé. Et vous le savez aussi certainement, depuis Alma-Ata, on a beaucoup théorisé l'implication des populations dans la gestion de leur propre santé, mais aussi dans la préservation de leur état de santé. Donc cela veut dire quelque part que ces populations-là, nous devons travailler à les impliquer davantage, nous devons travailler à leur permettre justement de comprendre davantage c'est quoi la mutualité et quels sont les bénéfices tirés de cette mutualité. Il n'y a que cette théorie d'ensemble qui pourra nous permettre d'arriver à notre objectif de couvrir le maximum de populations, quelle que soit la localité où elles se trouveront. Et ça, je pense que les autorités d'aujourd'hui l'ont bien compris et que probablement nous arriverons peut-être à moyen terme à cet objectif-là.
Continuons sur donc la mutualité en Afrique, mais particulièrement au Sénégal. Professeur, est-ce que le modèle jusque-là pratiqué répond à nos besoins, mais également à nos préoccupations? Bien sûr que le modèle est évolutif, et il est à adapter, il est à réajuster, d'autant plus que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de modèle merveilleux, un modèle qui fait l'unanimité. Cela dépend de beaucoup de considérations, de beaucoup de paramètres, et donc ce sur quoi je suis d'accord, c'est de réajuster à chaque fois que c'est nécessaire, et puis tenir compte aussi de certaines considérations qui ne sont pas que scientifiques, et elles peuvent aussi être culturelles, elles peuvent aussi être environnementales, etc., de sorte que, de toute façon, nous sommes confiants. Le Sénégal a le potentiel qu'il faut, par exemple, pour relever ce défi-là. L'essentiel, c'est que cette volonté politique notée depuis quelque temps soit concrétisée, soit objectivée sur le terrain pour que, justement, l'on arrive à répondre aux préoccupations de nos populations, qui est de leur garantir des soins là où elles sont, mais aussi surtout des soins de qualité. Des soins de qualité, mais également accessibles à tous. Absolument. Merci donc, professeur. Nous continuons. Monsieur Alain Kower, on parle de plus en plus de couverture sanitaire universelle. Quelle place et rôle pour la mutuelle de santé? Parce que quand on parle de couverture sanitaire universelle, dans des pays comme les nôtres, c'est-à-dire des pays où souvent les familles vivent dans des conditions très modestes, quel est donc le rôle et la place de la mutualité dans cet objectif de couverture sanitaire universelle? Tout dépendra de la volonté politique et effectivement du choix politique qui sera posé par rapport aux interlocuteurs pour assurer la gestion et l'organisation du système d'assurance maladie, couverture maladie universelle. Je reviendrai sur ce que le professeur Diouf vient de dire parce que ça me semble important, c'est que le modèle qui sera développé au Sénégal sera le modèle de la mutuelle du Sénégal. Le modèle qui sera développé au Mali, ce sera le modèle propre au Mali. En Europe, chaque pays a un modèle où la mutualité a trouvé sa place dans un environnement politique, économique, sociétal différent. Et donc, il y a effectivement dans tous ces pays-là une mutualité. Elles sont différentes, elles s'organisent avec des principes qui sont les mêmes. Et c'est ça qui fait le commun dénominateur à toutes les mutuelles, ce sont les valeurs. Et les valeurs, elles sont basées sur des principes de solidarité. La solidarité, c'est-à-dire que les personnes vont cotiser dans un pot commun et en fonction des besoins, je vais recevoir des soins de santé, je vais pouvoir accéder aux soins de santé en fonction de mon état de santé. Et parfois, il y a des personnes qui ne sont pas malades pendant 1 an, 2 ans, mais qui vont contribuer à la solidarité financière. Parfois, il y en a qui seront malades plusieurs fois. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement bien expliquer comme mécanisme. L'autre élément important qu'on sous-estime souvent, c'est-à-dire que ce sont des organisations à but non lucratif. C'est-à-dire que l'objectif qui est poursuivi par les mutuelles, ça ne sera pas d'aller rémunérer un actionnariat, comme on le retrouve dans les assurances commerciales, mais de réinvestir le produit des bénéfices, parce que les mutuelles sont comme toute assurance aussi, mais elles doivent générer un certain bénéfice pour pouvoir fonctionner. Mais ce bénéfice, il va être mis soit dans de nouveaux services, soit dans le remboursement de nouvelles prestations, soit, comme le font certaines mutuelles, c'est de développer leur offre de santé. Et ici, ce qui est très intéressant dans le partenariat avec mes collègues, c'est que la mutuelle des agents de santé des agents de l'État rendent la dentisterie accessible aux populations les plus défavorisées, même si elles ne sont pas d'abord adhérentes à la mutuelle. Parce que je pense que le premier élément, c'est de bien montrer que la mutuelle va pouvoir agir sur les structures de santé et sur l'offre de santé, que ce soit pour les affiliés de la mutualité ou que ce soit pour des personnes qui ne sont pas encore affiliées, mais qui vont comprendre que grâce à la mutuelle, j'aurai accès à des soins de santé. Et ça, c'est vraiment fondamental. L'autre aspect qu'on néglige souvent, c'est que il n'y a pas d'exclusion. Ce n'est pas parce que vous allez tomber 3 fois malade, ce n'est pas de votre faute. Mais la mutuelle ne va pas vous exclure. Tandis que dans certains principes assurantiels commerciaux, et on le voit très bien aux États-Unis, lorsque vous avez une pathologie qui est trop lourde, vous sortez du mécanisme après 1 an ou 2 parce que vous êtes trop cher. Ben, chez nous, on ne pratique pas ça. On ne pratique pas non plus de questionnaire médical. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous exclure même au moment où vous arrivez. Vous pouvez arriver à la mutuelle, vous êtes porteur d'une maladie, on va vous prendre en charge. C'est tout. Il y aura cette petite période de latence qui existe, de 3 mois, souvent, où on va cotiser sans nécessairement recevoir. Mais après cette période de latence, vous allez bénéficier, comme tout le monde, de l'accès aux soins de santé. Et ça, c'est ce qui différencie les principes et les mécanismes assurantiels, mais qu'on retrouve
dans tous les pays là où les mutuelles se sont développées. Et c'est ce qui permet justement à cette couverture maladie universelle de s'inscrire dans des principes communs, parce que c'est ça aussi, hein, lorsqu'on réfléchit à un système d'assurance maladie universelle, on réfléchit à la solidarité nationale, on réfléchit à l'intérêt général et pas à des intérêts particuliers, et c'est ça qui participe de cette dynamique avec le pouvoir politique qui lui aussi doit rechercher l'intérêt général. D'accord. Maintenant, vous parlez donc d'une table ronde sur l'accès des soins de santé de qualité, mais également l'accès aux médicaments. Ça veut dire qu'on ne peut pas exclure le médicament dans le système de santé. C'est déjà, comment je peux l'expliquer, quelque chose qui est primordial dans un système de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, son accessibilité ne pose pas problème? Est-ce que c'est facile d'accéder à des médicaments de qualité et à moindre coût, comme le veulent les populations, bien sûr? Professeur Diouf. Oui, je trouve qu'effectivement, le médicament occupe une place centrale dans le dispositif du système de santé. Et ce que je dois dire avec fierté, c'est que nous avons noté depuis quelques semaines qu'il y a une réelle volonté dans ce sens-là pour permettre aux populations, en tout cas sénégalaises, d'accéder à ce médicament-là. Le ministère de la Santé, avec ses partenaires, vient de mettre en place la Delivery Unit. Je pense que leurs représentants sont invités dans la table ronde et que leur communication de tout à l'heure permettra justement de mieux décrypter le rôle que cette Delivery Unit-là va jouer. Vous verrez également que la CNPNA aussi est présente. Et la CNPNA joue un rôle aussi fondamental dans la distribution de ces médicaments. Elle a été renforcée de ce que j'en sais et qui est diffusé partout. On comprend qu'aujourd'hui, cette CNPNA va continuer à jouer son rôle dans la décentralisation, dans l'accès, par rapport à l'accès du médicament au niveau de toutes les contrées, même si elles sont les plus reculées. Avec les PRA et... Voilà. Donc, il y a une réelle volonté de décentralisation pour permettre à ces populations-là de pouvoir accéder aux médicaments. Donc, tout compte fait, on peut retenir que l'ensemble de ces initiatives, de ces politiques qui sont développées ça et là, vont contribuer à coup sûr à rendre ce médicament-là accessible à tout point de vue. Sur le plan financier, j'avoue que il n'y a pas de médicament, on a théorisé tout à l'heure le juste prix du médicament, mais on considère qu'il faut encore des efforts, surtout quand on sait qu'il y a des molécules qui coûtent très cher pour certaines pathologies chroniques et qui nécessitent un accompagnement des autorités. Et là aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des subventions qui sont en général faites pour accompagner les populations. C'est le cas par exemple des pathologies comme les cancers, etc. Là, l'État a fait un énorme effort aussi pour accompagner nos populations. D'accord, mais quand on parle de l'accessibilité du médicament, on ne s'en limite pas seulement à sa disponibilité sur le marché, mais on pense également à l'industrie pharmaceutique. Si on faisait un état des lieux, qu'en est-il exactement? Mais oui, parce que même l'industrie pharmaceutique est invitée. Et tout à l'heure, on a assisté à une belle communication. Il y a des efforts dans ce sens-là, d'autant plus qu'on connaît déjà une industrie implantée à Dakar, Teranga Pharma, qui aujourd'hui est en train de jouer son rôle. Mais il y a également une petite politique d'ouverture pour permettre aux autres investisseurs de venir rallier le pays et puis participer à cet effort de rendre l'industrie pharmaceutique encore performante pour doter le pays en médicaments. Il y a aussi le cas de Pasteur, l'Institut Pasteur, qui est dans la vaccinologie, qui développe également depuis un certain temps des mécanismes pour doter le pays encore d'autres vaccins. D'autant plus que l'expérience est là. Vous n'êtes pas sans savoir que le vaccin contre la fièvre jaune est mis en place par Pasteur depuis très longtemps et continue de ravitailler le Sénégal et les autres pays africains. Voilà, c'est pour dire que sur le plan de l'industrie pharmaceutique, il y a des efforts qui sont réalisés et bien sûr, on doit continuer à travailler pour concrétiser ces efforts-là, mais également sécuriser davantage l'accès à ces médicaments-là par l'industrie pharmaceutique, par une industrie pharmaceutique très forte. Une industrie pharmaceutique très forte nécessite certainement beaucoup de politique, mais également la recherche sur place pour diminuer un tout petit peu les importations. Parce que qu'on le veuille ou non, le gap est important si on s'en limite aux importations qui sont faites dans le pays. On peut risquer
une rupture. Et la Covid nous a montré cela. Quand tout le monde avait besoin peut-être de médicaments, certains pays qui étaient les producteurs ont tout simplement gardé donc leur production pour soigner d'abord leur pays avant de penser aux autres. Aujourd'hui, face à une telle situation, pensez-vous que l'État du Sénégal devrait au moins continuer à peut-être appuyer les chercheurs pour pousser peut-être l'industrie pharmaceutique à à être autonome au niveau de notre pays plutôt que de compter surtout sur les importations? Oui, je suis en phase, puisque c'est une question éminemment pédagogique, si vous voulez, parce que une institution comme la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie est aujourd'hui entrée carrément dans la danse pour mettre en place des offres de formation qui vont dans ce sens-là. C'est pour dire que l'État l'a très bien compris, les établissements de formation également l'ont très bien compris, et évidemment ces efforts-là vont pouvoir se concrétiser. Il y a également ce fameux transfert de technologie dont on parle aussi, avec les partenariats qui existent, partenariats sud-sud ou nord-sud, etc., qui pourront à terme nous permettre de faire tranquillement ce transfert de technologie pour accompagner encore une fois l'industrie pharmaceutique. C'est pour dire que ensemble nous sommes sur la bonne voie, on peut le dire, et que sous peu de temps, nous devons pouvoir répondre aux objectifs qui nous sont fixés. Professeur Diouf, merci. Monsieur Kowa, revenons encore un petit peu à vous. Le coût du médicament est souvent jugé quand même un peu onéreux. Au Sénégal, pour certaines populations qui sont de conditions modestes, mais certainement encore un peu partout dans le monde, son coût est jugé un peu onéreux. Comment aujourd'hui la mutualité peut aider à son accessibilité dans tous les pays, mais surtout à un prix également accessible également aux populations? C'est une excellente question. Je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est celui de la Belgique, où la mutualité joue pleinement son rôle. Tous les médicaments n'ont pas la même valeur thérapeutique. Et donc, en fonction de la valeur thérapeutique du médicament, on a des classifications. Et la classification, je dirais, va de A à D, donc 4 classifications, avec des sous-classes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on considère qu'un médicament de classe A, c'est un médicament vital. Si vous ne le prenez pas, dans les 24 heures, dans les 48 heures, vous décédez. C'est par exemple le cas de l'insuline. Et l'insuline, elle est remboursée à 100%. Et donc on peut effectivement, dans cette catégorie, avoir des médicaments vitaux et classer des médicaments qui sont remboursés à 100%. Et plus on s'éloigne de la catégorie A, moins ce médicament a une importance vitale. Et on se retrouve dans des classes de médicaments D qui peuvent être remboursés à 70 ou 80%. Qui sont remboursés à 20% et qui sont à charge du patient à 80%. Donc là, effectivement, il y a cette classification. Et puis alors, ce qu'on fait aussi, c'est intervenir le médecin conseil. Parce que le médecin conseil, lui, va donner également son avis sur le type de médicament qui va être prescrit et sur le niveau de remboursement du médicament. Parce que là aussi, on doit effectivement avoir un deuxième avis, et c'est ce deuxième avis qui est donné par le médecin conseil, pas dans tous les cas, bien entendu. Encore une fois, tout dépend de la thérapie, tout dépend de la pathologie, donc ça doit être évalué par des spécialistes. Il est évident que si vous allez chercher pour un mal de tête du paracétamol à la pharmacie, il n'y a pas besoin d'avoir un avis du médecin conseil. Par contre, si vous avez besoin d'un traitement chimiothérapique qui va durer pendant 6 mois, là, effectivement, l'avis du médecin conseil sera nécessaire, va conseiller la mutuelle, et la mutuelle va, en fonction de ce besoin vital, octroyer le niveau de remboursement. Donc on est un peu dans les détails techniques, mais ce sont des modalités d'action que la mutuelle peut avoir et peut appliquer à l'ensemble du pays. D'accord. Professeur Diouf, comme nous le constatons également, nous savons que le médicament déjà coûte un peu cher, ça tout le monde le sait, surtout au Sénégal. Quelle stratégie faudrait-il aujourd'hui mettre en œuvre pour garantir l'accès, mais surtout l'équité à l'accès aux médicaments? Oui, mais vous me permettrez d'abord de revenir un peu sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure qui concernait la recherche. J'ai parlé de la pédagogie, mais j'avais occulté carrément l'aspect recherche. C'est juste pour vous dire que là également, nous invitons nos partenaires, au premier desquels il y a l'État, à accompagner cette recherche-là au niveau des universités. Quand je dis accompagner l'université, c'est mettre en place des laboratoires avec tous les équipements nécessaires pour que cette recherche-là soit de qualité, mais aussi financée avec des projets amorces
pour pouvoir adresser des questions essentielles qui concernent l'industrie pharmaceutique ou qui concernent le médicament, etc. Il y a aussi l'appui qui doit davantage venir avec l'appui budgétaire, en sachant que nos institutions souvent ont des budgets qui ne leur permettent pas de couvrir tous les besoins, surtout en matière de recherche. En sachant que l'université, au-delà de la formation, au-delà de la recherche, a une mission essentielle qui est une mission de service à la communauté. Tout cela, pour pouvoir les remplir correctement, nous aurons absolument besoin d'un appui et d'un accompagnement. Voilà, maintenant, s'agissant des stratégies qu'il faut développer pour rendre ce médicament-là accessible aux populations, nous en avons parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y en a beaucoup. La mutualité constitue, disons, un moyen essentiel pour rendre ce médicament-là accessible, puisque quand les populations se regrouperont, quand les populations se mettront ensemble, le risque est partagé, mais également avec cette notion de solidarité, avec ce bénévolat qu'il faudra avoir pour mettre en place des initiatives permettant à ces dernières, lorsqu'elles sont malades, de pouvoir supporter leurs dépenses. En sachant que quelque part, si on ne le fait pas, le risque c'est d'encourir des dépenses catastrophiques de santé pour une pathologie simple où la prise en charge va nécessiter certainement un coût relativement faible. Si vous laissez cette pathologie-là évoluer, à un moment donné, les dépenses seront encore une fois beaucoup plus prohibitives. Ce qui fait que nous encourageons fortement, en tout cas, l'une des solutions que nous préconisons, c'est d'organiser les populations en mutualité. Quand on parle de mutualité aussi, l'idée c'est de faire en sorte que toutes les catégories socio-professionnelles puissent s'organiser en leur sein pour pouvoir développer des mutuelles qui leur seront propres. Ce qui veut dire que quelque part, nous théorisons beaucoup et nous nous attardons sur le secteur informel en disant que pour les organiser, ça peut poser problème. Mais quelqu'un qui connaît un peu la sociologie sénégalaise, il peut être amené à comprendre que ce n'est pas si difficile qu'on le pense. Puisque si vous allez par exemple dans le milieu de la pêche, vous trouverez des organisations qui s'agitent autour de la pêche. Ils sont plus qu'organisés, ces pêcheurs. Si vous allez au niveau du secteur du commerce, vous verrez les marchands ambulants. À les infiltrer, vous vous rendrez compte qu'ils sont plus qu'organisés. Si vous infiltrez aussi les Jakartamen, par exemple, vous verrez également qu'ils ont des associations. Et donc, allez vers ces associations-là, allez vers ces populations, leur parler, elles finiront par comprendre ce que c'est que la mutualité et les avantages qu'on peut tirer de ces mutualités. En dehors de la mutualité, bien sûr, il peut y avoir d'autres politiques qui relèvent plutôt de besoins normatifs, parce que c'est l'État lui-même, avec ses experts, qui constateront évidemment qu'il y a un besoin ça et là par rapport à l'accès aux médicaments. Et en ce moment-là aussi, toutes les initiatives liées, par exemple, au renforcement de la politique de la PNA, au renforcement de la politique de l'ARP, etc., l'État peut contribuer aussi à sa manière pour rendre ce médicament-là accessible. Mais nous, en tant que mutualistes, ce qui nous préoccupe, c'est faire en sorte que les mutuelles se développent, les mutuelles socio-professionnelles comme les mutuelles communautaires, pour que les populations, là où elles se trouveront, qu'elles puissent accéder aux soins de santé, mais aussi qu'elles puissent accéder aux médicaments à des prix véritablement Vous avez regroupé abordables. beaucoup d'acteurs de la mutualité aujourd'hui autour de la table ronde. Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques ou bien la marge de population couverte par les mutuelles de santé? Enfin, je l'ai dit ce matin à travers mon discours, je disais qu'il y a environ 676 mutuelles au Sénégal, selon des documents officiels bien sûr, qui couvrent en tout cas pour l'essentiel près de 5 millions de personnes au total. C'est pour dire qu'encore la marge est très grande. Il y a encore des populations qui sont laissées en rade et qu'il faut travailler à les récupérer très rapidement. Oui, parce qu'environ sur une population de près de 18 millions d'habitants, si seulement les 5 millions sont peut-être couvertes par les mutuelles de santé, ça veut dire qu'il y a un gap qui reste. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'État ne couvre pas également plus de 5 ou 10 millions des populations. Oui, c'est vrai, d'autant plus que les chiffres qui sont avancés peut-être concernent plus les mutuelles communautaires. Hein, il y a d'autres catégories qui sont couvertes par l'État, parce que ils sont couverts par leurs employés. Et donc,
Ce qu'il faut, c'est que, évidemment, qu'on constate tous qu'il y a des efforts énormes à consentir à ce niveau-là pour un passage à l'échelle par rapport à l'installation des mutuelles un peu partout à travers le pays. Je crois que la CNCSU est dans une très bonne dynamique et que dans un futur proche, on peut espérer encore développer ces mutuelles partout au Sénégal et à travers l'Afrique pour qu'enfin cette souveraineté sanitaire, cette couverture sanitaire universelle dont on parle, qu'on puisse arriver à atteindre cet objectif-là. Nous avons presque épuisé 30 minutes. Professeur Diouf, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord un mot de remerciement à nos partenaires, solidaristes avec notre collègue Alain Coher, qui est aussi professeur de santé publique. Remercier également la Belgique à travers le consulat, l'ambassadeur, qui a fait le déplacement, qui a honoré par sa présence notre cérémonie d'ouverture, mais également remercier tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à la concrétisation de cette table ronde internationale. Nous espérons qu'à la fin aussi, les recommandations qui vont être tirées de ces échanges pourront être utiles, en tout cas à nos autorités, pourront être utiles également aux décideurs, pour que les populations enfin s'y retrouvent et qu'on amorce une nouvelle phase de la souveraineté sanitaire avec les propositions fortes qui seront faites tout à l'heure. D'accord. Merci, professeur Diouf. Merci. Monsieur Alain Coher. Le mot de la fin, alors? Oui. C'est un défi. Non, mais également, je m'associe au remerciement du professeur Diouf. Moi, j'ai vu ici, parce que ça fait plus de 20 ans que je viens au Sénégal régulièrement, j'ai vu l'évolution progressive de l'installation des mutuelles. C'est un combat permanent. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, il faut du temps pour installer la compréhension des mécanismes mutualistes, il faut que ça s'installe progressivement dans la société. Même s'il y avait déjà des mécanismes à travers les tontines où on savait que cette solidarité intrafamiliale existait, ici on passe d'une solidarité intrafamiliale à une solidarité collective. Et ça c'est important parce que on ne voit pas la personne avec qui on va finalement octroyer l'accès aux soins de santé. Cette personne, elle nous est inconnue. Donc, c'est plus facile de faire de la solidarité intrafamiliale. Mais quand on parle collectif, effectivement, ce sont des solidarités, comme on appelle des solidarités froides, invisibles, alors qu'une solidarité intrafamiliale, c'est une solidarité chaude aussi, à qui, effectivement, bénéficient ces mécanismes de solidarité. Donc, j'ai vu, effectivement, au fil du temps, cette professionnalisation des mutuelles, ce saut qualitatif qu'est en train de faire les mutuelles avec qui on participe aujourd'hui à travers la digitalisation. C'est comme ça qu'on arrivera à généraliser l'accès aux soins de santé, l'accessibilité à travers des mécanismes numériques qui sont aussi la solution pour demain, pour étendre dans les couvertures les zones géographiques les plus éloignées, parce que c'est ça aussi le défi. À Dakar, je dirais, c'est facile, mais quand on sort de Dakar, bien entendu, les difficultés se posent, l'accès aux soins de santé est plus difficile, mettre en place ces mécanismes d'assurance sont beaucoup plus compliqués. Donc voilà, on est sur du long terme, mais je terminerai en disant que si les pouvoirs publics ont bien compris que les mutuelles sont des partenaires fiables, il faut mettre en place des cadres juridiques qui nous permettent d'avoir une vision sur le long terme, parce que ce dont nous avons besoin, c'est ce cadre pour pouvoir évoluer. D'accord. Merci beaucoup. Merci également. Merci beaucoup. Merci, professeur. D'accord. Vous écoutez toujours donc Sud FM Sen Radio 98.5 à Dakar. Nous continuons donc notre émission qui est dédiée donc à cette table ronde internationale organisée pour l'accès aux médicaments. Nous recevons également Monsieur Babacar Ngom, qui est président de la mutuelle de santé des agents de l'État. Monsieur Ngom, merci et bienvenue. Oui, bonsoir madame et je vous remercie pour cette invitation. Nous sommes également avec madame Anne Hendricks. J'ai bien prononcé? De Solidarise. Tout à fait. D'accord. Bonjour. Voilà, on parle donc de la mutualité, mais également on parle de l'accès aux médicaments. Aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est, Monsieur Diouf, quels sont les objectifs visés à travers cette table ronde organisée? Merci. En fait, c'est une initiative qui a été prise par nos mutuelles, la mutuelle de santé des agents de l'État, la mutuelle solidariste de Belgique et la mutuelle de l'enseignement supérieur, et en partenariat avec la faculté de médecine. Et il s'agit ici de regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le médicament, à la fois les industriels, ceux qui définissent les politiques publiques au niveau de l'État ou de nos États, et ensuite les pharmaciens, ceux qui peuvent être dans la recherche au niveau des laboratoires, et en même temps les mutuelles qui sont aussi des associations qui consomment beaucoup de médicaments à travers leurs membres, pour enfin discuter sur des notions assez importantes, le coût des médicaments.
parce que le coût des médicaments va déterminer en grande partie l'avenir de nos organisations et en plus permet de voir est-ce que nos membres sont satisfaits ou pas des offres qu'on leur fait. Parallèlement aussi, ça permet pour nous, dans un contexte assez particulier où les pays africains sont tellement dépendants jusqu'ici de l'importation de médicaments, faire l'état des lieux en matière de recherche et voir un peu comment mesurer le niveau de souveraineté en termes de production de médicaments et en termes sanitaires au niveau de nos États, et ensuite comment encourager la coopération entre les pays du Nord dans la matière et en même temps faire un regard croisé avec l'Europe. Parce que nous sommes dans un cadre international au niveau de la mutualité, nous partageons nos expériences communes et ensuite nous cherchons à voir les enjeux au niveau mondial qui peuvent nous unir et nous battre ensemble pour en tout cas un meilleur accès de nos membres aux soins de santé et surtout des populations de manière plus globale. C'était ça les objectifs assignés à la table ronde. Aujourd'hui, on parle souvent de l'accès aux médicaments et quand on parle de l'accès aux médicaments, on pense automatiquement à la production. Aujourd'hui, pensez-vous que la production couvre largement les besoins en matière de médicaments? D'après les spécialistes qui ont fait des présentations avec l'état des lieux, effectivement, les pays s'organisent et essaient d'avoir des industries pharmaceutiques. La recherche, elle est organisée, mais jusqu'ici, les pays sont trop dépendants. Donc, l'objectif n'est pas encore atteint, mais il y a des facteurs assez limitants, les coûts de la recherche. Ensuite, c'est un investissement à long terme. Il y a aussi des problèmes liés au financement. Voilà. Et puis, il y a aussi des problèmes, des pays qui n'ont pas encore défini clairement ces politiques. Et ce qui fait que la situation, elle n'est pas trop satisfaisante, on peut dire. Mais il faut avoir cette vision parce que c'est ça, à terme, qui va déterminer l'avenir de nos communautés. Avoir une souveraineté en matière de médicaments et coopérer aussi avec le reste du monde pour pouvoir créer toutes les conditions de transfert technologique, de coopération et de partenariat autour du médicament. Une souveraineté en matière d'accès aux médicaments, quelles sont les perspectives? Pourquoi est-ce possible? C'est possible dans la mesure où il ne faut pas l'avoir sous l'échelle au niveau national uniquement, mais il y a par exemple au niveau africain, je crois que dans les différents pôles régionaux ou sous-régionaux qui existent au niveau de l'UEMOA par exemple, au niveau de la zone CEMAC, au niveau de l'Afrique du Nord, que les pays puissent avoir de la coopération et que certains puissent être spécialisés dans tel domaine et qu'il y ait de part et d'autre le développement d'un marché africain, d'un marché intra-africain et qu'il faudrait promouvoir des programmes de recherche parce que ça demande des recherches et qu'il faut promouvoir une politique de financement, c'est essentiellement les conditions, mais surtout avoir la volonté politique. C'est ça. D'accord. D'accord, monsieur Mba. Madame Al-Hendrix, en Europe, la question du coût des médicaments fait débat depuis quelque temps. N'est-ce pas une des questions qui vous ont poussé donc à cette table ronde sur l'accès aux médicaments? Oui, tout à fait. On a les mêmes problèmes d'accès aux médicaments dont on a besoin que l'Afrique. Simplement, on a vraiment d'autres pathologies. On a des populations beaucoup plus vieillissantes avec des pathologies plus lourdes comme les cancers, des choses comme ça. Mais finalement, on est dans la même situation de dépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique qui choisit où elle investit, parce que c'est eux qui investissent, et qui surtout choisit combien elle nous fait payer. Et c'était intéressant de croiser les regards parce que c'est vrai on n'est pas du tout sur les mêmes médicaments, ça c'était très très clair aujourd'hui, mais on a vraiment les mêmes discussions et aussi sur les comportements des médecins, de cette bonne utilisation des médicaments, puisque le problème de l'accès des médicaments, c'est aussi quand on a des médicaments de ne les utiliser que oui, il faudrait bien les utiliser. Ça aussi, ça a été mis en avant aujourd'hui et on a un rôle aussi en tant que mutuelle là-dedans, comme mon collègue a expliqué également. On a des médecins conseils, nous
en Belgique qui vont s'assurer que le médicament il est bien pris dans l'indication qu'on avait déterminée. Et donc c'était intéressant de voir. Voilà, en matière d'accès aux médicaments ou bien en matière d'accès plutôt aux médicaments, le modèle proposé par Solidaris semble donner des résultats satisfaisants. Alors aujourd'hui, comment l'Afrique peut-elle s'inspirer de ce modèle? Le modèle, il est d'abord c'est une reprise de pouvoir des organisations qui remboursent les médicaments ou qui payent les médicaments, comme les mutuelles. Et donc ça c'est la première chose, c'est de se rendre compte que on est dans un déséquilibre dans les négociations et qu'il y a des moyens de reprendre le pouvoir. Ces moyens, ils passent très généralement en Europe et sans doute aussi en Afrique par le fait de se mettre ensemble. On est, la plupart d'entre nous, trop petits par rapport au marché. On a des marchés beaucoup trop morcelés. Là, on a beaucoup utilisé ce mot morcelé. Et donc, le modèle Solidaris, il dit ça. Il dit que si toute l'Europe se met ensemble, on est beaucoup plus gros que les États-Unis. Et là, il n'y a plus aucune possibilité pour qu'une firme pharmaceutique dise qu'elle ne veut pas négocier avec nous. Il y a ça qui peut être inspirant pour l'Afrique. Il y a aussi le fait que il faut qu'il y ait un petit peu plus de transparence. Les firmes pharmaceutiques vous disent, moi je vous le vends à tel prix, mais elles nous expliquent jamais pourquoi. Elles nous disent pas quels sont les taux de profit. Ce matin, on a eu une présentation intéressante qui disait, attention, on a besoin pour un générique de 20% de marge. Ok, c'est acceptable, sans doute 20%. Nous, ce qu'on a vu dans nos études en Belgique, c'est qu'il y a 95% de marge sur des médicaments très chers. Et là, on est tout à fait dans l'excès. Donc, l'idée de dire qu'il faut se reconnecter au coût réel des médicaments, que les firmes soient plus transparentes avec nous pour que finalement on fasse un meilleur partenariat. Parce que c'est ça l'idée, c'est que nos moyens, ils sont limités. Donc on doit les allouer correctement et si les firmes sont en partenariat avec nous et nous font des prix corrects, on va pouvoir financer plus de médicaments, de plus de firmes. Et c'est intéressant pour l'ensemble de l'industrie aussi. D'accord. Monsieur Babacar Ngom, aujourd'hui au Sénégal, on a vu que l'industrie pharmaceutique est un peu faible quand même. Ça, il faut le constater. Aujourd'hui, est-ce que ce modèle proposé par Solidaris est aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'implanter aujourd'hui au Sénégal? Pensez-vous que c'est possible? Oui, le modèle de Solidaris, c'est juste un modèle qu'ils ont développé, comme elle a dit, au sein de leur mutuelle. Et ça permet, comme elle l'a dit, si vous regardez, il n'y a pas de discussion. La facturation, le coût des médicaments, c'est vraiment pas très transparent. On ne sait pas comment les gens ils nous fixent les prix. C'est une industrie très puissante. Et très fermée. Et très fermée, ce qui fait que nous, comme eux, nous sommes des mutuelles. Quand nous voyons ce genre de situation, ils n'ont fait que développer un modèle qui leur permet de négocier, un calculateur de prix, et à partir de ce modèle se positionner pour faire un plaidoyer. Parce que les mutuelles, on doit les situer dans la société civile. Il faut avoir des forces organisées qui se battent, qui ont leurs aspirations et qui font des plaidoyers au niveau des États, qui développent des discours, qui font des propositions pour pouvoir amener donc, les fabricants à pouvoir s'intéresser à ces agitations sociales. Ils sont prêts toujours à aller vers le Parlement européen, rencontrer les députés et débattre. Et ils peuvent effectivement développer un plaidoyer au niveau du gouvernement, mais dans nos pays, la mutualité n'est pas encore très organisée pour prendre en charge ces genres d'aspirations. Par contre, nous devons aller plus loin comme eux, en développant une société civile, parce que la santé, c'est un problème public. Ça ne regarde pas que les industriels, uniquement que l'État, mais nous sommes des citoyens, c'est notre santé d'abord. Et il ne faudrait pas placer au cœur du système de santé des préoccupations uniquement capitalistes et libérales. Nous nous positionnons dans le secteur de l'humain en tant que mutualiste. Il faut une société plus juste, une société plus solidaire, faire de sorte qu'il n'y ait pas des citoyens capables de payer leurs médicaments et d'autres citoyens qui meurent faute de médicaments. La solidarité doit être mieux organisée et nous devons nous positionner en tant que mutuelle au sein de notre pays et d'autres acteurs qui s'y intéressent pour pouvoir donc porter le débat à ce niveau-là. D'accord. Pour cette solidarité agissante dont vous parlez, y a-t-il des possibilités de coopération et partenariats internationaux pour rendre accessible le médicament et à moindre coût?
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la mutuelle de santé des agents de l'État peut avoir une coopération ou bien un partenariat avec quelqu'un comme Solidaris aujourd'hui pour rendre accessible le médicament, mais également à moindre coût? Nous le faisons déjà au niveau de... Parce que notre mutuelle, c'est une mutuelle complémentaire. Ses membres sont limités uniquement aux agents de l'État. Et l'adhésion est volontaire. Alors, qu'est-ce que nous proposons à nos membres? Des obligations. Aux agents de l'État seulement, ou bien aux agents de l'État et de leur famille? Et de leur famille. Donc, ce sont les bénéficiaires globalement. L'adhérent vient avec sa grappe familiale. Donc, et maintenant, l'État au Sénégal ne prend pas en charge le médicament. Donc, parce que comment est gérée l'accessibilité aux soins de santé pour les travailleurs de l'État? C'est par un système de prise en charge partielle. Oui. Donc, en matière de soins, en matière d'hospitalisation, l'État prend en charge, et en matière d'analyse radio et beaucoup de choses, jusqu'à hauteur de 80%. Les 20% sont à la charge du travailleur. Et les salaires sont faibles. Il suffit que 2 personnes tombent malades dans la famille. Vraiment, ça crée d'autres problèmes au niveau de la famille. Alors, c'est pourquoi cette mutuelle est née, pour pouvoir accompagner ces agents et leurs familles dans leur prise en charge médicale. Mais justement, nous ne nous limitons pas à ces agents. Nous avons tenté d'avoir une vision sociale et solidaire à l'endroit justement de ces populations qui n'ont pas ce privilège d'être pris en charge par l'État. Parce que n'étant pas des travailleurs de l'État, qui sont dans un cadre informel, on dit, et qui ne sont pas affiliés souvent à des mutuelles, et qui ne peuvent pas aller vers le mouvement assurantiel, nous leur permettons de fréquenter nos centres de soins. Et à travers ces centres de soins, nous baissons les prix. Donc vous voyez l'accès et l'accessibilité financière, nous y contribuons. Donc ils fréquentent nos centres de soins qui nous sont propres pour pouvoir se soigner et en fait avec des offres de soins de qualité. Mais à un niveau plus large, il faut dire que nous n'avons pas de levier direct pour pouvoir jouer sur la baisse du coût des médicaments. Autre que ce genre de débat, de discussion et d'encourager nos États à avoir des productions locales, surtout sur les médicaments essentiels, pas tous les médicaments. Il y a des vaccins, il faudrait essayer d'en avoir pour éviter certaines maladies. Il faut faire des médicaments peut-être à l'endroit de la petite enfance, des médicaments pour les femmes, vous voyez un peu. Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas prendre en charge tous les médicaments en matière de production parce que c'est un long processus, c'est des politiques à long terme, mais il y a des médicaments essentiels sur lesquels l'État devait se positionner. Et c'est ça un peu nous, notre vision. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé peut-être à un partenariat entre la mutuelle de santé des agents de l'État et les mutuelles communautaires? Absolument, parce que même durant cette table ronde, les mutuelles communautaires sont largement représentées. Nous avons invité effectivement la fédération donc, des mutuelles communautaires. Nous avons invité des mutuelles qui travaillent en partenariat avec la coopération belge dans Kaolack, Wayefal Batch, qui fait une expérience dans la région de Kaolack. Voilà, l'UDAM aussi présent. Et nous leur avons demandé aussi de faire des communications parce que nous sommes des mutuelles socio-professionnelles. Nous sommes obligés de travailler avec elles. Et nous sommes en train même, à partir de nos centres de soins, de pouvoir identifier leurs membres pour leur accorder un accès beaucoup plus avantageux au niveau de nos centres de soins. D'accord. Monsieur Babacar Ngom, et si on parlait un peu de l'avenir de la mutualité? Vous avez bon espoir? L'avenir de la mutualité, je pense qu'il y a des perspectives, réelles, parce que déjà, l'État quand même a posé des actes en adhérant au niveau de l'UMOA. Les textes qui régissent la mutualité au niveau communautaire sont effectivement reconnus au Sénégal. Une politique de couverture maladie a été mise en place et qui a évolué. Il y a des personnes qui sont enrôlées, les mutuelles communautaires s'organisent. L'État aussi a mis en place effectivement, à mon avis, un cadre pour le déploiement des mutuelles socio-professionnelles, mais il me semble qu'il y a une faiblesse d'enrôlement. Ce qui fait que l'avenir, c'est comment faire comprendre aux populations l'importance de la mutualité et ensuite le taux de couverture
pris en charge par l'État est encore faible. Et quand les mutuelles communautaires ne sont pas très développées, massifiées, le taux de cotisation de leurs membres ne permet pas d'avoir une couverture sanitaire satisfaisante. Et je pense que c'est sur ces pistes-là qu'il faudrait essayer d'entrevoir l'avenir. C'est juste un problème d'organisation, de vision, et ensuite d'avoir le modèle adéquat qu'il faut. Oui. D'accord. Le mot de la fin? On est presque à la fin de notre émission, Monsieur Ngom, après Madame Anne Hendricks. Oui, merci beaucoup. Nous vous remercions, vous d'abord. Vous avez couvert notre manifestation depuis ce matin. Et la presse, c'est les partenaires. Parce que ce débat doit être relayé pour que les gens soient mieux sensibilisés, les gouvernements, tout le monde. Mais nous remercions aussi Solidaris, qui est notre premier partenaire au niveau bilatéral, qui a pensé avec nous, conçu donc cette table ronde. Et nous avons été accompagnés par l'Agence belge de coopération Annabelle et l'ONG SOC que nous avons aussi eu dans l'organisation. Nous les remercions. Et encore de manière beaucoup plus officielle et politique, il y a l'ambassadrice, son Excellence, donc, qui nous a reçus déjà, vraiment pour un déjeuner, et qui a discuté avec nous sur les perspectives de coopération réelles, et qui a été présent. Nous remercions le ministère de la Santé, le ministre qui s'est fait représenter lui-même donc à cette manifestation, et tous nos partenaires africains qui ont voulu se joindre à nous. C'est le Burundi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc, et les autres nous suivent en ligne. D'accord. Merci, M. Ngom. Madame Anne Hendricks, le mot de la fin. Moi, donc bien sûr, je remercie la MSAE pour l'invitation, puisque l'invitation avait eu lieu après que Babacar ait vu mon modèle, et je pense que c'était intéressant pour moi de voir que ça pouvait intéresser l'Afrique, parce que ce modèle a été construit pour l'Europe et dans une vision solidaire. Et c'est vrai qu'en venant ici, je me rends compte que la vision solidaire, on peut l'élargir vraiment plus loin que l'Europe. Et donc c'était très intéressant pour moi au niveau personnel de voir les problématiques africaines. Et ça m'a vraiment beaucoup touché de voir le nombre de similitudes qu'il y avait. On a vraiment les mêmes problèmes, on les aborde souvent de la même manière. Et donc ça, c'était enrichissant parce que ça clarifie aussi les problèmes pour moi, ça les renforce encore, et voilà, je pense qu'on va continuer à collaborer, et on va continuer tous à essayer, surtout d'avoir des médicaments accessibles pour tout le monde, européens, africains. Un vrai regard croisé. Un vrai regard croisé, exactement. Voilà, amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à M. Babacar Ngom, président de la mutuelle de santé des agents de l'État. Merci à Mme Anne Hendricks de Solidaris. Amis auditeurs, merci au professeur Massamba Diouf, président de la mutuelle de l'enseignement supérieur, mais également à M. Alain Kowa. Merci donc de nous avoir suivis sur les 98.5 à Dakar. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Nanga def mangi fi rek et comment va la santé? Ça foule me soumet et comment va la santé? Bonjour.